Bien, dans le bureau du CEO, on est chez Apsys, c'est Maurice Bansay qui nous reçoit. On est au 28-32 avenue Victor Hugo à Paris. Bonjour Maurice. Bonjour Gaël. Merci beaucoup de nous recevoir. On va parler du marché, on va parler de la stratégie d'Apsys et on va parler un peu de la manière dont on embarque les équipes. Je démarre avec notre première séquence sur ta lecture des marchés. Aujourd'hui, dans quel cycle immobilier on se trouve? Est-ce qu'on est dans une phase de correction, de stabilisation ou de redémarrage? Écoute, moi j'emploie peut-être pas tout à fait ces termes. Je Ah, pense qu'on est dans un marché de repositionnement, si tu me permets. bien C'est-à-dire sûr. qu'en fait, ça fait des décennies que dans l'immobilier commercial, on a l'habitude de travailler sur les usages, non pas de nos clients, mais des clients de nos clients. C'est-à-dire qu'on s'est toujours préoccupé des consommateurs finaux, en partant du postulat que si ces consommateurs finaux trouvaient leur compte dans les produits que nous allions réaliser, on aurait des clients heureux. Et si on avait des clients heureux, on serait un bailleur heureux. Et je pense que cette notion d'usage est une notion qui est assez récente, d'une manière générale, dans l'immobilier et dans toutes les classes d'actifs. Hmm. Et que c'est cette notion d'usage qui perturbe un tout petit peu le métier. Je pense que nous qui sommes un ensemblier global, qui avons toujours travaillé sur ces usages et sur des opérations complexes de mixed use. On est voilà, dans un marché où on se repositionne, où on essaye de faire des produits de qualité, parce que dans les périodes de crise, selon au travers de mon expérience, eu égard à tout mon track record dans ce métier depuis des décennies, je me suis aperçu qu'à chaque fois qu'il y a eu une crise, il n'y avait que les produits qui avaient zéro défaut qui trouvaient leurs clients, leur sortie, leur financement, leur commercialisation, etc. Et donc, on essaye, nous, de faire des projets qui ont du sens et qui ont de la qualité. Et si on regarde un petit peu les différents sous-marchés, les différentes classes d'actifs, les différents secteurs d'actifs ou les différents usages, pour reprendre ce que tu viens de nous dire, est-ce qu'il y a des fractures qui sont en train de se dessiner? On voit beaucoup des écarts types énormes, que ce soit dans le bureau, que ce soit dans le commerce, entre un bon actif et un moins bon. On dit les actifs secondaires. Et est-ce que tu vois des fractures se créer aujourd'hui? Écoute, ce qu'on l'on peut constater, c'est que pendant des années, il y a eu une forme de retail bashing, c'est-à-dire que euh, dans les années 2017-2018, beaucoup considéraient que le commerce physique allait considérablement souffrir du fait de l'explosion de l'évolution du e-commerce et puis le Covid qui est arrivé derrière. Force est de constater aujourd'hui que l'ensemble du commerce physique se porte beaucoup mieux. Hmm. Ensuite, à l'intérieur de cette industrie du commerce physique, il y a plusieurs typologies de produits. Il faut reconnaître également que le positionnement qui a été le nôtre depuis plusieurs décennies, de considérer que le commerce est un formidable moteur de revitalisation de la ville, qui doit s'inscrire dans un milieu urbain, en centre-ville ou en milieu urbain, et dans un ensemble une composante d'immobilier mixte, était un atout formidable desservi par les transports en commun. Voilà. Il y a quelques décennies, quand on disait ça, on ne comprenait pas très bien pourquoi on Hmm. s'acharnait à faire ce type de projet à cet endroit. Là aussi, avec le recul, on s'aperçoit que ces opérations de mixed use qu'on a toujours, nous, appelées de nos voeux, se résistent beaucoup mieux que d'autres opérations qui sont plus en périphérie, qui nécessitent des transports en voiture ou des modes de consommation qui ne correspondent plus aux attentes des consommateurs. Juste, on a fermé vraiment la page du retail bashing? Où il y a Je, toujours des petites traces? non, je pense que le commerce physique a vraiment fait la preuve et la démonstration que c'était un actif résilient. Après, il y a plusieurs, encore une fois, typologies de commerce. La typologie de commerce telle que je te la décris, à mon avis, a de très belles années devant elle, dans la mesure où ce commerce-là est plébiscité par les consommateurs. Est-ce qu'on n'est pas passé aussi, si on change de catégorie d'actifs, dans un bureau bashing? On voit bien que les mots MAUX du commerce d'hier, on peut les appliquer au bureau d'aujourd'hui presque. Alors, là aussi, il y a eu des évolutions au niveau des usages, c'est-à-dire que depuis le Covid, il y a eu l'avènement du Mmh. télétravail, alors de manière excessive,
peut-être au démarrage, tout de suite pendant le Covid et après le Covid, où certaines entreprises ont été beaucoup trop loin en matière de journée de Ouais. télétravail. Et ce qu'on peut se rendre compte aujourd'hui, c'est que globalement, au niveau mondial, il y a énormément d'entreprises qui font machine arrière et qui sont en train de réduire, voire de supprimer la possibilité à leurs collaborateurs de faire du télétravail. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que la vraie difficulté aujourd'hui pour les entreprises, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, c'est de recruter les talents. Et la nouvelle génération, elle a du mal aujourd'hui à s'expatrier peut-être, en périphérie, trop éloignée Mmh. des centres urbains et cetera. C'est-à-dire que, bah, les jeunes talents, ils veulent la bonne entreprise, le bon la bonne position, les bonnes conditions salariales, mais également des bonnes conditions de travail. Mmh. Et ces bonnes conditions de travail passent par une centralité du bureau, d'une manière générale. D'ailleurs, là aussi, le marché est très morcelé. En première couronne, c'est difficile. En deuxième couronne, c'est encore plus compliqué. Alors que, bon, dans le centre de Paris ou dans les cœurs des cœurs de ville, des grandes métropoles, bah, la vacance est moins problématique que peut-être ailleurs. Voilà. Donc, Elle est là la fracture sur cette polarisation du marché entre l'hypercentre, ou entre les centres vivants et la périphérie ou c'est trop caricatural ce que je dis? alors, je sais pas, je pense qu'il y a une vraie fracture effectivement entre les opérations qui sont très éloignées, j'allais dire, des centres urbains. Et je pense que l'actif, c'est aussi un citoyen, c'est aussi quelqu'un qui aspire à sortir après le travail, à Mmh. avoir un environnement de qualité pour faire un happy hour ou pour aller éventuellement dans un restaurant, et qu'il a besoin d'un environnement beaucoup plus qualitatif qu'avant, où on peut-être les actifs allaient dans les bureaux et puis avaient une autre vie. Ouais, on sort un peu du métro boulot On dodo là, sort du on est métro boulot dodo, et que je pense que c'est une orientation qui paraît extrêmement intéressante pour toujours réfléchir à la manière dont en fait le citoyen, l'actif ou le visiteur ou le consommateur veut vivre, quoi. C'est ça qui est important, c'est de créer des lieux de vie qui cochent les cases des attentes de ces différentes populations. toujours sur ton analyse du marché, c'est les facteurs qui risquent de peser le plus, dans ton activité dans les 18 prochains mois. On essaie toujours de se projeter, en plus quand on est développeur, il faut essayer d'avoir le temps long. Qu'est-ce qu'on surveille? On surveille, les décisions de la BCE ou de la Fed sur les taux d'intérêt, on surveille, les plans de paix, éventuellement sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on regarde comme critères extra immobilier, j'ai envie de dire? Écoute, je pense qu'on regarde tous les critères, mais quand tu fais le constat des 5, 6 dernières années et que tu fais la liste de toutes les difficultés auxquelles notre industrie a été confrontée, que ce soit les gilets jaunes, où on a été impacté Mmh. pendant 45 week-ends. Ensuite, il y a eu la période Covid. Là, c'était la fin du monde puisque nos locataires ne nous payaient pas le loyer, et nos créanciers, et nos obligataires nous disaient: «Si vous ne nous payez pas, on vous met au contentieux». Donc on était Ouais. quand même dans une période épouvantable. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. Tu as la reprise de l'inflation, l'explosion des taux d'intérêt, l'explosion des coûts de construction, maintenant la guerre en Iran. En fait, je crois qu'on est dans un monde où il va falloir s'habituer au fait qu'il y a des crises permanentes et qu'il faut des entreprises d'une extraordinaire agilité, réactivité, créativité, qui fassent que, avec les équipes concernées, on soit capable en permanence de s'adapter aux évolutions et aux difficultés auxquelles on est confronté. Mmh. Et donc, pour répondre à ta question, bien évidemment, on est très préoccupé par le fait que la guerre en Ukraine soit toujours pas terminée C'est depuis vrai. 4 ans, et que c'est un vrai sujet parce que c'est à nos portes. C'est l'Europe qui est Mmh. concernée. Et puis maintenant, la guerre en Iran et au Moyen-Orient, avec les risques de nouveau sur l'approvisionnement de l'énergie, les risques inflationnistes, et donc les éventuelles évolutions des taux d'intérêt des banques centrales, tout ça nous préoccupe, mais en même temps, j'allais dire, on fait un métier à cycle long. Et donc, il faut qu'on soit capable, nous, entreprises dans ce secteur de l'immobilier, qui avons une vision long terme de développeurs investisseurs, ben, d'essayer au maximum, non pas d'anticiper, parce que personne ne pouvait imaginer qu'il y ait une guerre peut-être en Iran, et encore moins
en Ukraine il y a Mmh. quelques années. Pour autant, ça fait partie des aléas qu'il va falloir qu'on s'habitue à gérer et à gérer nos entreprises et nos projets en fonction de toutes ces difficultés. Mais s'il y avait un principal risque systémique qui pourrait, t'inquiéter, ça serait lequel? Un seul? Un seul risque systémique, je pense que ça serait effectivement, peut-être une guerre, de plus en plus dans les médias, on nous parle d'une guerre éventuellement en Europe et là donc tout s'écroule, la consommation, les difficultés et cetera. Voilà. Les aléas divers et variés d'augmentation ponctuelle de taux d'intérêt, d'augmentation des coûts, on va gérer comme d'habitude et on va faire en sorte de contourner ces difficultés. Très clair. Alors dans le contexte, que tu nous as décrit sur les différents, marchés immobiliers, comment on construit la stratégie d'un groupe comme apsys, un groupe qui fête ses 30 ans, cette année et quel cap tu as fixé pour ce groupe? Écoute, en fait, de façon assez incroyable, la stratégie est la même depuis la création de l'entreprise. C'est que ma conviction, depuis l'origine, a toujours été de considérer que le commerce était prioritaire dans les villes ou en milieu urbain et qu'on devait réaliser des opérations de mixed use. Quand on a réalisé Manufactura en Pologne, on fête les 20 ans de Manufactura, Mmh. donc c'est une conception, j'ai acheté les terrains il y a 25 ou 26 ans, on l'a inauguré en 2006. C'était déjà du commerce du loisir, un hôtel, des bureaux, un palais des congrès, le musée national en Inde, donc un projet de 200 000 m² en plein cœur d'un centre-ville. Et on n'a pas bougé de cette stratégie. Et je pense, si tu veux, que les événements, les évolutions, les usages dont on a parlé ensemble, ben, nous donnent aujourd'hui complètement raison sur cette stratégie. Et ce que nous sommes en train de développer à Canopia, qui est un projet de mixed-use devant la gare Saint-Jean à Bordeaux de 70 000 m², qui est vraiment la ville dans la ville, c'est un Mmh. morceau de ville, c'est la régénération urbaine, c'est la consécration de tous les savoir-faire accumulés dans cette entreprise depuis 30 ans, qu'on va essayer de mettre en œuvre sur ce projet à Canopia. Je rembobine un tout petit peu et je fais un peu de fiction. S'il fallait refaire Manufactura aujourd'hui, à partir d'une feuille blanche, qu'est-ce que tu changerais peut-être à la marge ou est-ce que tu ne changerais rien? Écoute, quand je vois l'effet de Manufactura 20 ans après, tous les gens qui le visitent encore aujourd'hui, site qui fait 22 millions de visiteurs par an, hein, tout le monde me dit, que c'est toujours extraordinaire. Tu vois? C'est un Mmh. projet qui a la particularité, de se bonifier avec le temps, comme le bon vin. Souvent, dans nos métiers de l'industrie de l'immobilier commercial, on nous reproche une forme, à juste titre quelquefois, une forme d'obsolescence de nos produits. C'est-à-dire que les centres commerciaux, on a le sentiment qu'ils vieillissent un peu trop rapidement par rapport à d'autres actifs. Ben là, en l'occurrence sur Manufactura, véritablement le projet n'a pas pris une ride. Et ça, c'est formidable parce qu'il est toujours plébiscité par les habitants de la ville. Et je te signale quand même que quand j'ai démarré ce projet, il y avait 20% de taux de chômage dans la ville Ouais. et que ce taux de chômage est descendu à 4% du fait de ce développement parce qu'il y a un phénomène panurge, y compris chez les investisseurs, et beaucoup d'investisseurs qui s'étaient détournés de cette ville du fait du contexte économique et notamment du niveau de chômage, se sont intéressés à Ils la sont revenus. ville, sont venus, ont développé, et aujourd'hui, c'est une ville qui se porte remarquablement bien. Donc, non seulement on a réussi un projet immobilier d'exception qui a gagné le Grand Prix mondial des centres commerciaux, le Grand Prix mondial du renouvellement urbain, mais également, on a une démarche citoyenne positive, c'est que cette ville, bon, on a su créer des emplois et lui redonner une dynamique absolument formidable. Donc, quand on est capable d'atteindre tous ces objectifs, c'est formidable. Canopia, c'est le Manufactura, d'aujourd'hui? Bah, De demain? Canopia, c'est un projet d'abord qui nous passionne, comme tu peux imaginer. Il faut souligner que souvent dans nos métiers, on répond à des concours ou à des consultations. Canopia sort de ce contexte que Canopia est une invention des équipes d'Apsys. La demande, c'était de la ville de Bordeaux qui a constaté que tous les ans,
il y avait une sorte de déséquilibre entre le commerce de périphérie qui était autorisé et le commerce de centre-ville, nous demande, après une visite à Beaugrenelle, de faire un Beaugrenelle à Bordeaux. Mais sans aucune, j'allais dire, idée d'un terrain, d'une position quelconque. La commande, c'était faites-nous un Beaugrenelle à Bordeaux. D'accord. Et donc, on prend contact avec l'établissement public Euratlantique, et puis on s'aperçoit dans le cadre des 738 hectares que l'établissement public doit développer, qu'il y en avait 734 derrière la gare et 4 hectares devant la gare. Et quand on a interrogé Stéphane Defaille, directeur général d'Euratlantique à cette époque, on lui dit, mais sur ces 4 hectares devant la gare, vous avez un programme? Ah non, pas du tout. On est très ennuyé parce que c'est un bâtiment INSEE amianté, c'est un carrefour market de première génération, des marchands de sommeil, etc. Donc, Ouais. si vous avez des idées, voilà. Et on a inventé Canopia, qu'on a proposé à l'époque à Alain Juppé, qui a dit immédiatement, c'est exactement ce qu'il faut faire. En maire, j'allais dire bâtisseur qu'il a Ouais. été, puisqu'il a fait de Bordeaux une ville absolument extraordinaire. Et ce projet, en plus, est d'inspiration d'un Bordelais méconnu, puisqu'il s'agit du baron Haussmann, qui a été préfet de la Gironde à l'époque de Napoléon III et qui avait fait notamment le cours Alsace-Lorraine, qui reliait la cathédrale à la Garonne, 600 mètres de long, 20 mètres de large. Et on a repris ce code, qui est très très bordelais, et on a fait cette artère piétonne, donc en pleine terre, on redonne la pleine terre à cette occasion, et on a relié la gare à la Garonne, et on a trouvé la colonne vertébrale de notre projet, et puis après on a développé un projet complètement mixte autour de cette Sauf colonne que les choix de vertébrale. la démocratie font que des fois, il y a de l'alternance. Comment ça s'est passé l'alternance entre un maire, bâtisseur et un maire qui était un peu plus circonspect sur le Alors, projet? écoute, les premiers échanges ont été plus difficiles parce qu'effectivement, le maire qui a succédé à Alain Juppé, Pierre Urmic, était assez opposé au projet. Et puis finalement, quand on lui a présenté, il m'a dit: «Mais il est beaucoup mieux que ce que j'imaginais ce projet». Et il m'a même pensé que j'avais un peu verdi l'opération, au sens, où j'avais rajouté de la végétation, ce qui n'était pas le cas. Ouais. On avait fait le constat avec les équipes que Bordeaux était une ville magnifique, c'est le plus grand capital de pierre au monde, et donc on a repris la pierre à Canopia. On a 18 000 m² de façade de pierre, soit de la pierre qu'on a trouvée dans une carrière à proximité, soit de la pierre de réutilisation. Quand on a démoli les bâtiments, on a numéroté les pierres, pierre par pierre, qu'on a stockées avec beaucoup de Et on précaution réutilise. et qu'on va remettre dans les nouvelles façades. Et quand, s'agissant de la végétalisation, on avait dès le départ considéré qu'il fallait vraiment végétaliser cette opération et au-delà des façades végétalisées et des toitures végétalisées, on va planter 600 arbres dans ce projet. D'ailleurs, on a fait une étude récemment auprès d'une entreprise qui s'appelle The Climate Company, qui a constaté qu'il y aurait énormément de degrés d'écart entre une rue bordelaise classique et une rue de Canopia, du fait de la végétalisation. Ouais, donc tu anticipes déjà les îlots de chaleur de demain. C'est exactement ça. Si il fallait quand même se mettre en retrait d'un segment d'actifs, je sais que j'aime bien que sectoriser, commerce, bureau, résidentiel et cetera. Lequel tu te mettrais un peu en retrait aujourd'hui? J'ai compris que c'est pas le commerce. Non, c'est pas le commerce et je pense qu'il n'y a pas de fatalité dans aucun segment. En fait, nous, notre démarche aujourd'hui, c'est de considérer que la démarche, enfin, avoir une vision purement verticale et de reprendre les silos que tu évoquais, Mmh. c'est pas forcément la bonne approche aujourd'hui. La bonne approche, c'est de refaire la ville. L'avenir appartient à ceux qui font la ville. Et la ville, elle est plurielle. Et elle a des besoins divers et variés selon la ville à laquelle tu t'adresses. Et donc, il faut avoir une vision 360. C'est ce que nous appelons, nous, être ensemblier. Et la particularité, la spécificité d'Apsys aujourd'hui, c'est d'être un ensemblier immobilier, d'être capable aussi bien de faire des hôtels, des bureaux, des logements, des résidences étudiantes, du commerce, du loisir, de la restauration, et avec le même souci de cette vision long terme qui nous caractérise par rapport à une démarche plus court-termiste, Mmh. c'est que nous, on fait toutes nos opérations avec la vision du propriétaire exploitant final, comme si on allait garder tous nos projets en patrimoine. Bien évidemment, il nous arrive quelquefois d'arbitrer tel ou tel élément de programme pour pouvoir réinvestir dans des nouveaux projets, mais la démarche
j'allais dire professionnelle de toutes mes équipes, c'est toujours la démarche long terme. Et quand tu as cette démarche, tu ne réfléchis pas de la même façon au choix de l'architecte, au choix des matériaux, au choix des locataires, parce que tu t'inscris toujours sur le long terme, et ce qui conditionne complètement toute ma démarche. C'est quoi? C'est l'antidote, à la conjoncture, à l'immédiateté, au stress qu'on a à chaque fois que, on oublie C'est d'achète de terre. peut-être, une des clés, me semble-t-il, pour essayer de faire les produits les plus élaborés. Ceux qui vont véritablement avoir le succès auprès des parties prenantes. Le vrai compliment qu'on puisse nous faire, nous, quand on fait une opération, c'est que les consommateurs, les visiteurs, les actifs pour lesquels on a travaillé s'approprient les lieux. Et si les gens s'approprient les lieux, à ce moment-là, bah, tout est gagné, si tu veux, Mmh. dans nos métiers. C'est ça le plus important. Et c'est une notion nouvelle, parce que, encore une fois, c'est lié à un principe d'usage que tous les acteurs d'immobilier commercial avaient anticipé depuis des décennies, parce qu'on raisonnait comme ça. Et en fait, cette démarche, elle s'est généralisée à toutes les classes d'actifs, et ce n'était pas le cas forcément de tous les opérateurs immobiliers. Et donc, si vous voulez, là, nous, notre ADN, c'est la démarche urbaine, le renouvellement urbain, c'est faire la ville de demain, parce qu'on fait des métiers à cycle long, il faut toujours anticiper Mmh. les évolutions d'usage, des habitudes, etc. Et je pense que c'est la particularité de mon entreprise. Ça serait quoi l'avantage compétitif du groupe apsys? Si je résume un petit peu, mis à part le fait d'avoir raison avant tout le monde, 30 ans avant tout le monde, si ce n'est d'avoir le temps ou se donner le temps de faire les choses, de travailler sur tous les usages, j'ose plus dire catégorie d'actifs, usages, mais ça serait quoi d'autre l'avantage compétitif? Ben, Ce qui fait un tout la différence? je pense que la différence, en tout cas celle que je perçois, c'est que Apsys est une entreprise privée, c'est une entreprise familiale. Le président fondateur d'Apsys est actionnaire de cette entreprise. Lorsqu'il prend des décisions auprès d'un élu, d'une collectivité, etc., je pense que ça compte beaucoup pour les interlocuteurs. Et puis je crois que l'avantage compétitif d'Apsys, c'est les 30 ans de track record que nous avons, Mmh. avec toutes les opérations que nous avons réalisées aussi bien en France qu'en Pologne, et la qualité extraordinaire de mes équipes. Et je pense sincèrement que, je le dis pas enfin, je le dis avec beaucoup d'authenticité, c'est que j'ai la chance d'être extrêmement bien entouré par des gens très professionnels dans les différents métiers que nous faisons à l'intérieur de la même maison, puisque nous faisons différents métiers de développeur, le promoteur, le commercialisateur, le gestionnaire, l'investisseur, etc. Donc c'est des métiers divers et variés. Et que ce soit en France ou en Pologne, j'ai des équipes passionnées, professionnelles, impliquées, et qui font la différence, je pense, aujourd'hui, que ce soit au travers des performances de l'entreprise, qu'au niveau des parties prenantes avec lesquelles nous travaillons. Alors justement les équipes et c'est la troisième séquence, comment on embarque un petit peu les équipes. Concrètement, comment on les emmène dans cette aventure? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour éviter que ça reste un discours et que ça devienne, du concret, que ça devienne un projet d'entreprise? En fait, si tu veux, aujourd'hui, encore une fois, la ressource la plus compliquée à gérer, c'est la recherche des talents. Mmh. Et les nouveaux talents, ils savent très bien qu'ils sont très sollicités par toutes les entreprises du secteur, etc. Et ce qui les passionne, les nouveaux talents, c'est la qualité des projets, c'est l'originalité de ces projets. Et ce qui fait vraiment la passion de mes collaborateurs, c'est qu'Apsys fait des projets atypiques. On ne se considère pas comme un industriel de l'immobilier. Nous, on se revendique toujours comme des artisans, une entreprise qui est capable de faire du sur-mesure, des projets complètement atypiques. Tu t'imagines que on est capable de faire la restructuration de Beaugrenelle, qui est une friche commerciale, Mmh. de faire du développement de Canopia de 70 000 m², et en même temps de rénover l'ancien siège social du Parti socialiste, le 10 Solferino, où on a installé une magnifique entreprise dans la cosmétique, et de livrer dans quelques semaines, quelques mois, au mois de septembre, la maison du Casque, qui est l'ancienne maison du peuple à Clichy. Et dans le même temps, on est promoteur de logement, et on livre au mois de juillet à Gdansk, en Pologne, une halle bicentenaire qu'on a achetée auprès de 165
copropriétaire et où on va faire dans ce hall bicentenaire le temple de la nourriture au sens où il va y avoir un food hall, des restaurants top chef, un marché alimentaire de qualité, etc. Vous voyez, c'est une entreprise incroyable, c'est une entreprise unique qui est capable d'avoir cette diversité d'actions. Et je crois que c'est ça qui passionne les collaborateurs qui sont avec moi. Et ils arrivent à se projeter dans le temps, à se dire, parce que Canopia, c'est pas un projet qu'on fait comme ça en 2 3 ans, hein, c'est quand même, du temps long, du temps voire très long, sur cette nouvelle génération, sur ces jeunes talents qui sont, toujours, bon, la jeunesse, elle aime bouger, quoi, elle aime que Oui, mais elle aime donner du sens à ce qu'elle fait. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, ils veulent vraiment donner du sens. Il y a le sens, bien sûr, de l'entreprise, il y a le sens des opérations dont on vient de parler, mmh, il y a le sens des valeurs aussi, c'est très important. Dans ce domaine, apsys est exemplaire en matière de politique environnementale. Nous sommes la foncière la mieux cotée d'Europe au niveau de la labellisation de nos actifs en exploitation. Ce qui compte énormément également pour les jeunes talents, c'est de donner du sens. Et puis enfin, on est capable aussi d'alterner des opérations à cycle long. Canopia, c'est 12 ans de travail acharné pour pouvoir entre le moment où on est attributaire du projet et l'ouverture en 2027, donc 12 ans de travail. Et puis il y a des opérations avec des cycles un peu plus courts ouais. à 3 4 ans. Et donc on essaie d'alterner comme ça de manière à créer une dynamique positive pour ces jeunes talents. C'est quoi le discours d'un président, fondateur, du groupe par rapport à ses équipes, dans une période qui est agitée, dans une période qui est compliquée? On Ayez, a parlé de ayez confiance. Ayez confiance. confiance. En moi, en vous, Non, en non, toi, non. en Ayez soi? confiance en vous. Ayez confiance dans l'entreprise, ayez confiance dans le marché. Si on fait notre métier avec toute l'exemplarité qu'est la nôtre, à ce moment-là, vous n'avez pas à vous inquiéter ni d'obtenir les financements, ni de commercialiser, ni de trouver le moment venu pour certains de nos actifs, les investisseurs qui vont nous accompagner dans ces opérations. Force est de constater que en 2024, qui est certainement une des pires années de l'immobilier, nous avons levé le plus gros financement de l'année avec Canopia, 350 millions d'euros Mmh. sur un projet de développement. Mais en 2025, on a obtenu également un financement de plus de 220 millions d'euros pour faire une des plus belles opérations de requalification Paris Intramuros, qui est Cœur Paris, en face de l'hôtel de ville, où nous Ah, sommes associés avec BNPP Real Estate et RATP Solutions Ville. Donc ça veut dire pour la quoi? PHP, Pour le siège, l'ex-siège l'ex-siège de la de la PHP. PHP, donc qui est l'opération qui s'appelle maintenant Cœur Paris Mmh. et l'a bien nommé Cœur Paris. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on trouve des financements, y compris dans les périodes difficiles. Ça veut dire que les prêteurs nous font confiance au travers du track record, de la qualité des opérations et de la qualité des équipes. Et en termes de commercialisation, on trouve également des locataires dans nos différents sites. La commercialisation de Canopia se passe remarquablement bien parce que tout le monde reconnaît le côté unique et exceptionnel de ce projet au niveau national, voire même international. Donc, quand on fait avec passion, enthousiasme, sérieux, professionnalisme, qu'on est capable d'imaginer des projets complètement différents, qui cassent les codes par rapport à ce qu'on connaît, et surtout qui cochent les cases des attentes de différents publics auxquels on s'adresse, à ce moment-là, on pense que c'est la clé du succès. Mais ça, ce message, il faut les marteler tous les lundis matins, quand tout le monde rentre au bureau, ou alors c'est naturel, ou on réunit une fois par an les équipes pour leur dire: Ayez confiance, regardez le track record». Non, écoute, on n'a pas besoin de leur dire. Il Apsys fait d'excellents résultats en 2026, 2025, parmi les meilleurs depuis sa création. Donc les chiffres parlent pour d'eux-mêmes. Et puis ensuite, si tu veux, la reconnaissance que nous avons du marché et la démonstration que nous sommes sur le bon chemin. Mmh. Et puis mes collaborateurs, ils sont dans le marché, ils voient bien comment ça se passe ailleurs. Il y a une ambiance formidable dans l'entreprise et donc on n'a pas besoin de leur marteler tous les jours des choses qu'ils ont parfaitement compris. Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de diriger, ou de présider, le groupe, Apsys, dans un contexte de permacrise, j'ai envie de dire, et dans ta manière de diriger, de prendre des décisions? Est-ce que d'abord tu as changé? Ou si on se met 30 ans en arrière, c'est le même?
Toujours aussi enthousiaste? Non, l'enthousiasme a toujours été là. Ce que je crois, ce qui a changé ces dernières années, c'est que on a toujours essayé d'avoir la démarche d'une start-up, même si, on est devenu, une entreprise plus importante avec des process, une structure, une organisation et cetera. On a toujours essayé de garder cette agilité qui est très particulière chez Apsys et la période de crise nous oblige à être encore plus agile. C'est-à-dire que la chaîne de décision au sein de l'entreprise est extrêmement courte. D'abord, première chose, une énorme délégation auprès de collaborateurs. Il y a une relation de confiance formidable entre le management de l'entreprise et les actionnaires de l'entreprise. Donc ça, c'est la règle numéro un. Donc très forte délégation. Et quand mes dirigeants eux-mêmes ont le moindre doute, à ce moment-là, on en parle en équipe et la décision est immédiate. C'est-à-dire qu'on ne perd pas de temps en comité ad hoc, Mmh. etc. Et on prend les bonnes décisions. Voilà. Et puis on s'est doté, parce que comme on fait preuve de beaucoup d'humilité dans cette entreprise, on se pose des questions tous les jours, on se remet en cause en permanence de savoir, eu égard aux évolutions, aux difficultés, aux changements, aux crises répétées, est-ce qu'on est toujours dans la bonne décision? On a pris la décision il y a quelques années de se doter d'un conseil de surveillance. En matière de gouvernance, en tant que société privée, on n'était absolument pas contraint de le faire. Donc c'est une décision que nous avons prise de mettre en place un conseil de surveillance qui est constitué d'administrateurs indépendants en nombre plus important que les administrateurs familiaux. C'est-à-dire que moi, président fondateur de cette entreprise, j'ai suffisamment d'humilité pour considérer que je peux peut-être me tromper, y compris quand j'ai des convictions fortes partagées avec mes collaborateurs, et je soumets ma propre conviction à des administrateurs indépendants qui sont là, en termes de feuille de route, hein, Mmh. ont été recrutés au travers de leurs compétences pour exercer leurs responsabilités en tant qu'administrateurs, dans l'intérêt social, bien évidemment, de l'entreprise, d'aller contre notre décision s'ils considèrent que la prise de décision peut représenter un risque pour l'entreprise. C'est arrivé ou pas? C'est arrivé 2 fois. Ah, Au cours des 4 dernières années, puisque ça existe depuis 4-5 ans, 4-5 ans exactement, c'est arrivé 2 fois et 2 fois ils ont eu raison de nous empêcher de faire l'opération parce que, bah, le marché s'est retourné à un moment donné. C'était sur une opération, une fois de logement et puis un autre projet et les 2 fois ils ont eu raison. Donc nous avons bien fait de mettre en place cette gouvernance. nonobstant ce conseil de surveillance, on a le droit de se tromper, on a un droit à l'erreur chez Apsys? On a surtout le droit à l'erreur. Ah, Ce que je dis toujours à mes collaborateurs, je préfère une mauvaise décision que pas de décision. Si vous prenez une mauvaise décision, je vous couvrirai toujours de votre mauvaise décision et en équipe, de façon solidaire, on affrontera, on sera solidaire de cette mauvaise décision. Par contre, quand il n'y a pas de décision, là c'est catastrophique parce que tout le monde est tétanisé et plus rien ne fonctionne. Donc il faut prendre les mauvaises décisions, on a le droit à l'erreur et c'est pas grave parce qu'il y a une chose que je n'autorise pas, c'est de refaire 2 fois la même erreur. ah. Mais c'est assez rare que mes collaborateurs soient dans ce schéma-là. Dernière question sur la transmission et sur la succession. Si tu devais recruter ton remplaçant, quel profil tu irais chercher? Est-ce que tu irais le chercher chez Apsys? Est-ce que tu irais le chercher à l'extérieur, dans notre société? Est-ce que tu irais le chercher à l'extérieur de l'immobilier? Alors, d'abord, c'est pas un sujet d'actualité, ma succession, mais Je je n'ai par jamais dit contre, ça. je suis dans une démarche de transmission. Donc, j'ai la chance d'abord de travailler avec mon neveu depuis 25 ans. Mon fils et ma fille sont dans l'entreprise depuis 12-13 ans. Et les trois performent et sont très heureux. Et il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre nous. Et on est très heureux de ce travail en commun. Pour autant, le patronyme Bansay ne suffit pas pour prendre demain. Voilà. Donc, ça sera quelqu'un qui aura les compétences pour prendre la direction de ce groupe. Je vais toujours privilégier l'interne par rapport à l'externe. Mmh. Il faudra qu'à un moment donné, lorsque la question se posera, qu'on trouve effectivement le bon profil. Et enfin, dernier point, je pars du postulat toujours que les cimetières sont peuplés de gens irremplaçables. Et donc, mon successeur, c'est pas forcément un Maurice Bansay bis. C'est surtout pas ça. C'est peut-être quelqu'un de très différent de moi, mais qui va conduire cette entreprise de façon peut-être encore plus brillante
que ce qu'on a fait modestement ces 30 dernières années et de façon différente. Voilà. Et donc tout ça, ça va se décider d'un commun accord entre les actionnaires de cette entreprise, donc ces actionnaires familiaux, et puis le COMEX groupe de cette entreprise, c'est-à-dire mes dirigeants. Lorsque la question se posera, on décidera tous ensemble et je suis persuadé qu'on trouvera la solution. On a le temps de se revoir d'ici là, on est d'accord? Largement, Oui, largement, ok. oui, absolument. Je voudrais juste qu'on finisse. On est dans ton bureau, c'est un bureau que tu partages. Tu n'es pas tout seul dans ce bureau, tu Oui, partages oui, avec oui. Fabrice. Oui, j'ai la chance de partager ce bureau avec Fabrice, qui m'accompagne depuis 26 ans dans cette entreprise. Il a fait beaucoup de postes divers et variés. Il s'est occupé de la France, il s'est occupé de la direction générale en Pologne. Et on a fait une petite expérience très courte en Russie. On a vite sorti et on a bien fait. Et donc, voilà, c'est un garçon de très grande expérience. Et souvent, on échange. Et quand j'ai besoin d'un conseil, de lui poser des questions, voilà, on échange. Et c'est une force d'être à deux dans un bureau parce que c'est pas toujours facile d'être le dirigeant d'une entreprise. Il y a des questions qui se posent et le fait de pouvoir partager est un avantage formidable. Après, il y a trois choses qui m'ont frappé dans ce bureau. D'abord, il y a deux belles photos, Manufactura et Beaugrenelle. Ça, c'est quoi? C'est les deux trophées à 7 qui ont vraiment changé Ah le ben, visage d'Apsys. oui, c'est deux opérations qui est extrêmement structurantes. Le Manufactura, j'en ai longuement parlé Hmm. tout à l'heure. C'est un projet qui a marqué vraiment mon entreprise et tous les collaborateurs qui ont participé à cette aventure absolument extraordinaire. Le deuxième virage a été Beaugrenelle parce que ça a été véritablement le début de notre activité en France. Quand on gagne Beaugrenelle en 2002, Hmm. on n'a pas une seule référence en France et on gagne dans le cadre d'une consultation organisée par Gessina contre des majors extrêmement formidables et très Oui, il y avait toute la respectables, place là qui était sur le. Unibail, Clépierre et Altarea. C'est-à-dire que ces trois confrères pour lesquels j'ai le plus grand respect et la plus grande admiration au travers Hmm. de ce qu'ils ont réalisé. Donc, qu'on gagne cette consultation, c'était une preuve de confiance formidable de la part des dirigeants de Gessina. Et force est de constater que Bourgonel a été ouvert, comme tu le sais, en 2013, il y a 13 ans, et c'est un immense succès. Voilà, ça a été un élément majeur de la vie de l'entreprise. Et puis la troisième photo, quand on se reverra post-fin 2027, ben, ça sera Ça Canopia, sera parce que je Canopia. pense que ça va également un petit peu disrupter la manière de concevoir l'immobilier commercial dans le contexte d'un mixed use. La deuxième chose, c'est un objet, c'est une clé. Une clé les clés de la ville. Raconte-moi juste cette histoire en deux petits mots. Alors écoute, cette clé, elle a une valeur symbolique extrêmement forte pour moi parce que c'est la clé de la résilience. Alors je t'explique, on est toujours à Manufactura à Lotz. Hmm. Je dépose mon permis de construire en 2002. En 2003, comme ça nous arrive souvent, il y a des élections municipales et le maire qui est élu est bien évidemment contre le projet de Manufactura, ne veut même pas me recevoir et décide de façon très autoritaire qu'il ne me signera pas le permis de construire. Heureusement que Napoléon étant passé par la Pologne, il y a laissé son code civil, qui a des préfets en Pologne et que le préfet m'a donné juridiquement raison. Et donc, j'ai eu, contre la volonté du maire, j'ai quand même eu mon permis de construire. Donc, les années se sont passées et puis on a ouvert Manufactura en 2006. On va fêter nos 20 ans cette année. Et de façon extraordinaire, l'ouverture a été un succès énorme. Hmm. On a redonné un sentiment de fierté à cette ville qui a eu un passé extrêmement glorieux, un énorme succès de reconnaissance de la part des habitants. Et un an après l'ouverture, le maire, pour la première fois, m'appelle, me demande de venir dans le musée Rubinstein, qui était juste devant cette opération et qui était l'ancien château du propriétaire de cette usine, Ouais. musée municipal, m'invite dans la salle à manger. Et là, je vois 200 journalistes, presse, radio, télé, etc., me fait venir sur l'estrade, prend le micro et dit, voilà, j'ai combattu un homme et une opération pendant très longtemps. J'ai commis une énorme erreur. Ce que cet homme a réalisé, la plus belle chose qui soit arrivée à cette ville depuis des décennies. Il reconnaît publiquement son erreur, ce qui est assez rare Oui, en politique. au plan politique, et me remet donc la clé d'or de la ville, me déclare citoyen d'honneur de la ville de Lodz, qui se prononce Łódź
en polonais et voilà, ça a été une formidable, Celui qui t'a fermé la reconnaissance. porte Celui qui m'a fermé te la donne les clés. porte m'a redonné la clé, de la ville Et quelques temps après. incroyable comme histoire. La troisième chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a plein de photos et on a l'impression que la famille, elle est là, en fait. Ouais, Il y a cette, on est dans un groupe familial, et en fait, elle est ouais, ouais, là, voilà, en fait, je pense que j'ai 2 passions dans ma vie, ma famille et mon entreprise et quand je dis ça devant mon épouse, avec qui je suis marié depuis plus de 40 ans, elle me dit: «Je suis assez d'accord avec toi, mais je suis pas sûr que tu le mettes dans le bon ordre». j'en étais sûr. Merci beaucoup Maurice. Merci Gaël, Merci, merci à toi. infiniment. Merci.